Dans la chaleur étouffante d'une nuit sévillane, Élodie arracha son voile de mariée et le jeta dans les eaux troubles du Guadalquivir, hurlant un cri primal qui se perdit dans le bruit des flamencos lointains. Il est parti. Parti pour Napa Valley. Se lâche, sanglota-t-elle, tandis que ses larmes se mêlaient à la sueur perlant sur son front. Et que la foule des invités, figée dans un silence horrifié, assistait à l'effondrement de ce qui devait être le jour le plus heureux de sa vie. Mais le pire vint ensuite, son père, avec une voix de fer forgée par des siècles de tradition andalouse matinée d'influence française car la famille avait des racines à Paris, déclara froidement, tu épouseras son frère jumeau. Demain même. Pour sauver l'honneur. Élodie, à 25 ans, avait toujours été la fille modèle de cette famille expatriée, venue de France pour s'installer en Espagne il y a une génération. Son père, un vigneron prospère qui avait transplanté des cépages bordelais dans les collines andalouses, ne tolérait pas l'échec. Son fiancé, Antoine, un homme charmant aux yeux bleus et au sourire enjôleur, avait disparu la veille du mariage, laissant une note laconique, je pars pour Napa Valley. Chercher une nouvelle vie. Pardonne-moi. Napa Valley? Ce paradis californien des vins, où Antoine avait toujours rêvé d'aller, loin des contraintes familiales. Élodie, effondrée sur les marches de la cathédrale de Séville, sentait son monde s'écrouler. Elle n'avait jamais vraiment aimé Antoine, du moins pas comme une épouse devrait aimer son mari. Leur union était un arrangement, un pont entre deux familles viticoles, l'une française, l'autre espagnole. C'est alors qu'Hélène apparut, comme un fantôme bienveillant dans la nuit. Hélène, 28 ans, aux cheveux noirs coupés courts, aux yeux noisettes qui semblaient percer les âmes, était la meilleure amie d'Élodie depuis leurs années d'études à Paris. Elle avait fait le voyage depuis la France pour assister au mariage, ignorant qu'elle deviendrait le pivot d'un drame bien plus profond. Élodie. Ma chérie. Viens. Laisse-moi t'aider, murmura-t-elle en l'enlaçant, son parfum de lavande provençale enveloppant Élodie comme un baume. Dans cette étreinte, Élodie sentit une étincelle qu'elle avait toujours refoulée, un désir interdit. Une affection qui dépassait l'amitié. Mais le destin en avait décidé autrement. Le frère jumeau d'Antoine, Alexandre, identique en apparence mais si différent en caractère plus sombre, plus introspectif, accepta le rôle imposé. Pour la famille, dit-il simplement, ses yeux bleus reflétant une résignation froide. Le lendemain, dans la même cathédrale, Élodie prononça ses vœux d'une voix tremblante, vêtue de la même robe blanche qui portait encore les stigmates de la nuit précédente. Alexandre, debout à ses côtés, semblait un spectre d'Antoine, mais sans la joie de vivre qui avait un jour attiré Élodie. La cérémonie fut un simulacre, un rituel vide de sens, sous les regards approbateurs des invités qui murmuraient des félicitations forcées. Élodie, piégée dans ce mariage de convenance, se sentait comme une prisonnière dans une tour d'ivoire andalouse. Hélène, assise au premier rang, luttait contre une jalousie naissante qu'elle ne comprenait pas encore. Pourquoi ai-je l'impression de perdre une partie de moi, se demanda-t-elle, observant les lèvres d'Élodie effleurer celles d'Alexandre dans un baiser protocolaire. Les jours suivants s'écoulèrent dans une brume de confusion. La lune de miel, prévue dans les vignobles de Rioja, fut maintenue pour sauver les apparences. Élodie et Alexandre, seuls dans une hacienda isolée, tentaient de naviguer dans cette union forcée. Je ne suis pas Antoine, murmura Alexandre un soir, alors qu'ils partageaient un verre de vin rouge sous les étoiles.
Je le sais, répondit Élodie. Son cœur battant pour une autre. Alexandre, plus sensible qu'il n'y paraissait, percevait le vide dans les yeux de sa nouvelle épouse. Il avait toujours vécu dans l'ombre de son frère, le fugueur charismatique. Et maintenant, il portait le fardeau de son absence. Hélène, restée à Séville pour soutenir son amie, envoyait des messages quotidiens, des mots d'encouragement qui cachaient une tendresse plus profonde. Reviens vite. Séville est vide sans toi, écrivait-elle. Élodie, lisant ces lignes au clair de lune, sentait une chaleur monter en elle, un feu qu'elle avait ignoré pendant des années. À Paris, lors de leurs études en littérature française, elles avaient partagé des nuits entières à discuter de Baudelaire et de Rimbaud, leurs mains se frôlant innocemment. Étaient-ce de l'amour? Élodie n'osait pas l'admettre. Surtout maintenant, mariée à un homme qu'elle respectait mais n'aimait pas. De retour à Séville, la vie conjugale s'installa dans une routine oppressante. Alexandre travaillait aux vignes. Élodie s'occupait de la maison. Mais son esprit vagabondait vers Hélène. Un après-midi, lors d'une promenade dans les jardins de l'Alcazar, elles se retrouvèrent seules. Je ne sais pas comment vivre ça, confia Élodie. Des larmes aux yeux. Hélène, impulsivement, prit sa main. Tu n'es pas seule, répondit-elle. Et dans ce geste simple, un monde s'ouvrit. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une intensité nouvelle. Élodie sentit son cœur s'emballer. Un mélange de peur et d'exaltation. Était-ce le début d'une trahison? Ou la révélation d'une vérité enfouie? La tension montait. Alexandre, suspicieux, remarqua les absences prolongées d'Élodie. Où étais-tu? Demanda-t-il un soir. Sa voix teinte de jalousie. Avec Hélène, répondit-elle honnêtement. Mais son ton trahissait plus qu'une amitié. Alexandre, blessé, se referma. Il avait accepté ce mariage par devoir, mais il espérait secrètement conquérir le cœur d'Élodie. La nuit, seul dans son lit car ils dormaient séparément, il repensait à son frère, parti pour Napa-Valley sans un regard en arrière. Pourquoi m'as-tu laissé ce fardeau? Murmurait-il dans l'obscurité. Hélène, de son côté, luttait contre ses sentiments. Venue de France pour un mariage, elle se retrouvait piégée dans un tourbillon émotionnel. Je t'aime. Élodie, avoua-t-elle enfin lors d'une rencontre secrète dans un café andalou. Ses mots tremblants comme les cordes d'une guitare flamenco. Élodie, stupéfaite, sentit une vague de libération l'envahir. Moi aussi, murmura-t-elle. Et leurs lèvres se joignirent pour la première fois. Un baiser volé sous les arcades ombragées. Ce fut le début d'une passion clandestine, faite de rendez-vous furtifs dans les ruelles de Séville. De lettres parfumées échangées comme dans les romans de Colette. Mais le secret ne pouvait durer. Un soir, Alexandre surprit un message sur le téléphone d'Élodie. Mon amour, reviens-moi vite. Le monde s'effondra pour lui. Confrontation inévitable, c'est Hélène. N'est-ce pas, accusa-t-il. Les yeux emplis de douleur. Élodie, en larmes, acquiesça. Je ne t'ai jamais aimé comme un époux, confia-t-elle. Alexandre, dévasté, sentit la trahison comme un poignard. Et moi? Je t'ai épousé par loyauté envers mon frère? Mais j'ai fini par t'aimer vraiment. Les mots pesaient lourds dans l'air chargé de l'odeur des orangers.
La révélation d'Alexandre plongea la maison dans un chaos silencieux. Élodie, rongée par la culpabilité, errait comme un spectre dans les couloirs de la villa familiale, perché sur les collines dominant Séville. Alexandre, quant à lui, se réfugia dans le travail, taillant les vignes avec une fureur contenue, comme si chaque coup de sécateur pouvait effacer la douleur. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-il un soir, brisant le silence lors d'un dîner tendu. Élodie, les yeux baissés, murmura, « Je n'ai pas choisi mes sentiments. Antoine est parti. Et toi? Tu n'es pas lui. » Alexandre rit amèrement. Non. Je ne suis pas le fugueur glamour qui rêve de Napa Valley. Je suis le fiable. Le oublié. Hélène, informée de la confrontation, pressa Élodie de quitter tout. Viens avec moi en France, implora-t-elle lors d'un appel nocturne. Nous pourrions vivre librement. À Paris, loin de ces traditions étouffantes. Élodie hésitait, déchirée entre son amour naissant et son sens du devoir. La famille, apprenant vaguement les tensions, resserra les rangs. Le père d'Élodie, un homme aux principes rigides forgés par une éducation française stricte, déclara, « Un mariage est sacré. Tu restes avec Alexandre. » Mais au fond d'elle, Élodie savait que son cœur appartenait à Hélène. Les rendez-vous clandestins se multiplièrent, chargés d'une intensité dramatique. Dans les jardins de l'Alcazar, sous les palmiers bruissants, elles échangeaient des promesses chuchotées. « Je t'aime depuis Paris » avoua Hélène, caressant le visage d'Élodie. « Tes yeux verts m'ont hanté. » Élodie, tremblante, répondait par des baisers passionnés, oubliant momentanément le monde extérieur. Leur amour, teinté de romantisme français, des références à Verlaine et à des promenades imaginaires le long de la Seine, contrastait avec la passion ardente de l'Andalousie. Mais chaque rencontre augmentait le risque. Alexandre, consumé par la jalousie, engagea un détective privé pour suivre Élodie. Les rapports confirmèrent ses soupçons, des photos floues d'étreinte dans les ruelles sombres. « Traîtresse » murmura-t-il, serrant les poings. Pourtant, une partie de lui comprenait. Il avait toujours su que son frère Antoine était le préféré. Le charismatique qui avait séduit Élodie par son esprit d'aventure. Lui, Alexandre, était l'ombre stable, mais fade. Dans un moment de vulnérabilité, il écrivit une lettre à son frère. Envoyée à Napa Valley, « Tu as fui. Et maintenant je paie le prix. Reviens. Ou libère-nous tous. » La réponse d'Antoine arriva des semaines plus tard. Un courriel laconique, « Je vis ma vie ici. Dans les vignes californiennes. Désolé. Frère. » Cela brisa Alexandre. Il confronta Élodie une nouvelle fois. Cette fois avec rage. « Tu préfères une femme à moi ? À nous » hurla-t-il. Élodie, en larmes, défendit son amour, « C'est plus fort que tout. Hélène me comprend comme personne. » La dispute dégénéra en une nuit de cris et de pleurs, éveillant les voisins. Le père, alerté, intervint, « Cela doit cesser. Ou tu perds tout. » Hélène, sentant le danger, proposa une fuite. « Partons ensemble » dit-elle lors d'une rencontre pluvieuse dans un parc sévillan. La pluie tombait dru, trempant leurs vêtements, mais amplifiant l'émotion. Élodie, serrée contre elle, murmura, « J'ai peur.
Leur étreinte sous l'averse devint un symbole de leur amour défendu. Un moment de pure intensité où le monde disparut. Mais Alexandre, tapi dans l'ombre, assista à la scène. La trahison visuelle le frappa comme un coup de foudre. Le lendemain, il ourdit un plan de vengeance. Il contacta Hélène anonymement, prétendant être un ami d'Élodie. Rencontrez-moi. Pour son bien. Hélène, naïve, accepta. Dans un café discret, Alexandre révéla son identité. Laissez-la tranquille, menaça-t-il. Ou je ruine sa vie. Hélène, choquée, riposta, vous ne la méritez pas. Votre mariage est une farce. Alexandre, blessé, lâcha, et votre amour? Une illusion. Mais au fond, il savait qu'il perdait la bataille. Élodie, apprenant l'entrevue, fut furieuse. Comment as-tu osé, accusa-t-elle Alexandre. Celui-ci, repentant, avoua sa douleur, je t'aime. Élodie. Vraiment. Pour la première fois. Elle vit sa vulnérabilité. Un homme brisé par un frère absent et une épouse infidèle. Cela ajouta une couche humaine au drame, Alexandre n'était pas un monstre. Mais une victime collatérale. Les conflits s'intensifièrent. La famille. Soupçonnant l'homosexualité d'Élodie, un tabou dans ce milieu conservateur matiné de catholicisme espagnol et de rationalisme français, organisa une intervention. Tu dois choisir, la famille ou cette folie, déclara le père. Élodie, déchirée, pleura des nuits entières. Hélène, patiente mais anxieuse, envoyait des messages poétiques, comme dans Les liaisons dangereuses. Notre amour triomphera. Un soir, lors d'une fête familiale, le climax approcha. Alexandre, ivre, confronta publiquement Hélène. Vous l'avez volé, cria-t-il. Les invités, choqués, murmurèrent. Élodie, intervenant, déclara, assez. J'aime Hélène. Le silence tomba comme une lame. Le père, blême, ordonna, sors d'ici. Élodie, tenant la main d'Hélène, quitta la maison, le cœur battant. Elles se réfugièrent dans un hôtel modeste de Séville, où leur amour s'épanouit enfin librement. Des nuits passionnées, des discussions profondes sur l'identité et la société. Mais Alexandre ne s'avoua pas vaincu. Il envoya une lettre anonyme au père d'Hélène en France, révélant tout. Celui-ci, conservateur, rappela sa fille, reviens, ou je te renie. Hélène, face au dilemme, vacilla. Je ne peux pas perdre ma famille, confia-t-elle à Élodie. Celle-ci, sentant la trahison poindre, implora, choisis-moi. Mais Hélène, sous pression, partit pour Paris, laissant Élodie seule et brisée. Je reviendrai, promit-elle. Mais ses yeux trahissaient le doute. Élodie, anéantie, erra dans Séville, hantée par les souvenirs. Alexandre, apprenant le départ d'Hélène, tenta une réconciliation. Donnons-nous une chance, proposa-t-il. Élodie, épuisée, accepta temporairement. Mais son cœur saignait. Les semaines suivantes furent un tourbillon de solitude pour Élodie. Vivant avec Alexandre dans une coexistence froide, elle repensait sans cesse à Hélène.
Les rues de Séville, autrefois vibrantes de passion, semblaient maintenant grises et oppressantes. Alexandre, sentant son détachement, multiplia les efforts, des dîners romantiques, des promenades dans les vignobles, évoquant des souvenirs français pour la reconquérir. Souviens-toi de nos racines parisiennes, disait-il, versant un vin qu'il avait nommé Élodie. Mais elle ne pouvait oublier le baiser sous la pluie. La tendresse d'Hélène. De Paris, Hélène envoyait des lettres déchirantes. Ma famille me presse, mais mon cœur est à Séville. Élodie répondait avec ferveur. Citant Proust, l'amour est un malentendu réciproque. Leur correspondance, imprégnée de littérature française, maintenait la flamme. Mais la distance creusait un fossé. Hélène, sous l'influence paternelle, commença à douter, et si c'était une phase, confia-t-elle dans une missive. Alexandre, interceptant une lettre, explosa. Elle te manipule, accusa-t-il. Élodie, défendant son amour, riposta, c'est toi qui m'as piégé dans ce mariage. La dispute révéla des vérités enfouies, Alexandre avoua avoir toujours aimé Élodie. Même avant le départ d'Antoine. Je t'ai vu la première, dit-il. Les yeux humides. Cette confession ajouta une couche tragique, un amour non réciproque, éclipsé par un frère fugueur. Le père d'Élodie, sentant la famille se disloquer, organisa un voyage à Napa-Valley pour confronter Antoine. Nous allons le ramener, déclara-t-il. Élodie et Alexandre l'accompagnèrent. Un périple chargé d'émotions. À Napa, sous les vignes verdoyantes, ils trouvèrent Antoine, transformé, un vigneron épanoui, vivant avec une Américaine. Je ne regrette rien, dit-il, embrassant son frère. Alexandre, face à face avec son jumeau, libéra sa rancœur, tu m'as laissé réparer tes erreurs. Antoine, repentant, offrit, divorcé. Soyez libre. De retour en Espagne, cette rencontre catalysa le changement. Élodie, inspirée par la liberté d'Antoine, confronta Alexandre, nous devons divorcer. Il acquiesça. Triste mais résigné, je t'aime assez pour te laisser partir. Leur séparation fut amicable. Un acte de maturité humaine dans ce drame. Hélène, apprenant la nouvelle, revint à Séville. Je suis prête, déclara-t-elle, ayant affronté sa famille. Leur réunion fut émouvante, dans les jardins de l'Alcazar. Elles s'embrassèrent, scellant un amour enfin libre. Mais un twist surgit, Hélène avoua avoir brièvement douté. Embrassant un ancien amour à Paris pour retester ses sentiments. C'était une erreur, pleura-t-elle. Élodie, blessée, sentit la trahison, comment as-tu pu? Le conflit explosa. Élodie, furieuse, accusa Hélène de lâcheté. Tu m'as abandonnée quand j'avais besoin de toi. Hélène, en larmes, défendit, j'avais peur. Comme toi. Leur dispute, sous un ciel orageux, évoqua les passions de Racine, amour et trahison entrelacées. Élodie partit, seule, errant dans les collines andalouses. Alexandre, apprenant la rupture, offrit son soutien. Je suis là. Comme un ami, dit-il. Élodie, reconnaissante, vit en lui une humanité profonde. Ensemble, ils travaillèrent aux vignes, guérissant leurs blessures. Peut-être que l'amour n'est pas ce qu'on imagine, philosopha-t-elle.
Hélène, refusant d'abandonner, envoya une lettre poignante. Ma trahison était une quête de vérité. Je t'aime plus que tout. Élodie, touchée, accepta une rencontre. Dans un café sévillan, elles se confrontèrent, pleurs, accusations, puis pardon. Nous sommes humaines. Avec nos faiblesses, murmura Élodie. Leur réconciliation fut un sommet émotionnel. Un baiser scellant une union plus forte. Mais le destin frappa, le père d'Élodie. Opposé à leur relation, menaça de déshériter. Choisis, la famille ou elle. Élodie. Forte maintenant, répondit, je choisis l'amour. Le père. Finalement. Céda. Touché par sa détermination, un geste personnel. Humain. Alexandre. Libéré. Parti pour n'a pas rejoindre son frère. Trouvant sa propre voie. Merci de m'avoir montré la vérité, dit-il à Élodie en adieu. Avec Alexandre parti et la famille apaisée, Élodie et Hélène purent enfin vivre leur amour ouvertement. Elles s'installèrent dans une petite maison à Séville, entourée de vignes héritées. Leur quotidien fut un mélange de romantisme français et de passion espagnole, des petits déjeuners avec croissants importés, des soirées flamenco où elles dansaient enlacées, ignorant les regards curieux. Nous avons traversé l'enfer pour ça, murmura Hélène un matin, caressant les cheveux d'Élodie. Mais les cicatrices persistaient. Élodie, parfois, repensait à la trahison d'Hélène. Comment reconstruire la confiance, se demandait-elle. Hélène, sentant ses doutes, multiplia les gestes, des poèmes écrits à la main. Des voyages surprises à Paris pour revivre leurs souvenirs d'étudiante. Je t'aime pour ta force, disait-elle. Et Élodie, peu à peu, pardonnait pleinement. Leur relation devint un symbole de résilience. Des amis, initialement choqués, les soutinrent, voyant en elle un couple authentique. Même le père d'Élodie, après une longue réflexion, vint dîner, je veux comprendre, dit-il. Un pas vers l'acceptation. Cette évolution humaine, lente mais profonde, soulignait le thème personnel, l'amour transcende les traditions. Un an plus tard, lors d'une visite à Napa-Valley, elles rencontrèrent Antoine et Alexandre, maintenant associés dans un vignoble. Les jumeaux, réconciliés, accueillirent le couple avec chaleur. Vous avez trouvé votre chemin, dit Antoine, levant un verre. Alexandre, souriant, ajouta, et moi, le mien. Ce rassemblement scella la guérison, du fugueur au frère loyal, de la mariée forcée à l'amoureuse libre. De retour en Espagne, Élodie et Hélène décidèrent de se marier symboliquement, dans les jardins de l'Alcazar. Pas de robe blanche, mais des tenues simples, entourées d'amis. Je te promets fidélité et amour, jura Élodie. Hélène, les yeux brillants, répondit, pour toujours. Leur union, sans l'égalité formelle, était plus vraie que n'importe quel mariage forcé. Les années passèrent, leur amour s'approfondissant. Elles adoptèrent un enfant, une petite fille qu'elles élevèrent dans un mélange de culture française et espagnole, enseignant la tolérance et l'authenticité. L'amour n'a pas de genre, disait-elle. Élodie, devenue vigneronne accomplie, nomma un vin Hélène un rouge profond, symbolisant leur passion. Pourtant, dans les moments calmes,
Élodie repensait au hook initial, le voile jeté dans le fleuve. La déclaration paternelle. Cela avait forgé leur histoire? Une odyssée de trahison? De conflit et de rédemption. Hélène, serrée contre elle, murmurait, nous sommes plus fortes ensemble. Le récit se termine sur une note personnelle, dans un monde où les traditions pèsent lourd. L'amour vrai triomphe. Non sans cicatrices, mais avec une beauté profonde. Élodie et Hélène, main dans la main, regardent le soleil se coucher sur Séville. Un avenir ouvert devant elles.